Donc voilà un petit peu à quoi ressemble notre dépôt. Nous au sein de La Foncière, tous les mois, on va créer 93 185 € de bénéfices patrimonial. Et là, si vous vous rappelez bien, c'était entièrement ouvert. Ici, on a dû fermer avec une cloison séparative, donc type SAD. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout compris comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Et ça mérite une petite explication. On se retrouve dans mon bureau. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo, vous avez été très nombreux à me poser la question, Tim, pourquoi est-ce que tu as installé des conteneurs sur ta propriété? Comme vous le savez, nous on est une foncière immobilière, donc ce qui caractérise, on va dire, le mot de foncière, c'est une entreprise qui achète de l'immobilier, qui rénove de l'immobilier, qui découpe de l'immobilier dans un horizon de temps plutôt moyen-long terme. Nous, la durée de détention de nos biens immobiliers, c'est entre 6 et 7 ans, grosso modo. Et on va dire qu'on est dans une sorte de cycle permanent. Chaque année, on va liquider une partie de nos stocks et les liquidités qu'on va récupérer vont nous permettre d'établir les stratégies d'investissement de l'année d'après. Donc par définition, on a beaucoup de locatifs, quasi 130 lots actuellement. Et sur les 130 lots, on a près d'une centaine d'appartements. Donc du coup, on a nécessairement de l'entretien, de la taille de haie, de la tonte de pelouse, des petites réparations à droite à gauche, de l'ameublement quand il le faut. Et donc pour tout ça, eh bien, il est nécessaire au bout d'un moment d'avoir un dépôt comme une boîte de bâtiment. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble notre dépôt qu'on a mis en fait chez nous sur la propriété. C'était beaucoup plus simple pour nous parce que comme vous pouvez le voir, on a un super grand parking qui permet de faire stationner notamment les camions de livraison quand ils viennent livrer du matériel ici et nos camions, nos engins à nous quand on en a besoin. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On a ici 1, 2, 3, 4 containers qui sont ici des containers 20 pieds si je dis pas de bêtises. Donc c'est quasi les plus gros qui existent. On stocke toujours un peu de fourniture devant ici, en tout cas le gros œuvre. On a là un peu de briques, on a de la laine de bois derrière. Aussi on a des bastrins pour une véranda qu'on est en train de faire. Et alors ici l'installation, on a mis des conteneurs non seulement parce que ça permet d'en stocker beaucoup, ça permet de garder les choses à l'abri et surtout évidemment ça compte parce que ça coûte pas trop cher. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous mettrai le lien du site sur lequel j'ai commandé ces conteneurs là. Pour un conteneur livré et posé, on en a eu pour 2800 € TTC si je dis pas de bêtises. Et un conteneur ça fait quelque chose comme 20 mètres carrés, vous voyez, peut-être même un peu plus que ça ceux-là. Donc si on compare par rapport à un garage que vous auriez fait en briques, en moellon, en pierre, peu importe, on est très nettement moins cher. Alors même si ici notre stratégie pour que ce soit, on va dire, cohérent avec l'environnement, l'architecture du château, c'est pas de garder les conteneurs ad vitam aeternam, mais dès que possible de pouvoir déposer un permis de construire pour faire un vrai garage avec des portes sectionnelles, qu'on puisse rentrer les camions à l'intérieur. Mais pour le moment, on peut pas être partout et donc on a décidé cette solution-là qui est pratico-pratique. Pour vous en dire un peu plus au niveau des autorisations, quand vous installez ce genre de conteneur, le fait de faire une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire, ça dépend de la taille. Et ça dépend aussi surtout de la durée pendant laquelle vous pensez les garder. Si jamais vous les installez 6 mois chez vous, appelez toujours la mairie pour reboucler avec eux, mais dans la grande majorité des cas, ils vous diront non, si vous gardez vos conteneurs 6 mois ou même 1 an sur votre propriété et qu'ensuite ils s'en vont, on va pas faire un permis de construire pour ça. Mais parfois, vous pourriez tomber sur une municipalité qui, elle, l'exige, c'est possible. Nous, ici, on en a 4. On en a un qui est plutôt pour les affaires perso. On a un conteneur qui est plutôt pour nos stocks de meubles, un pour la fourniture et un pour le matériel de chantier. Donc pour vous donner un ordre d'exemple, celui qui est pour la fourniture, vous voyez que c'est très très grand. Et on va avoir par exemple ici un bout de laine de verre, ici on a du carrelage en stock, ici on a encore du carrelage mais d'un autre type. On a ici un stock de plinthe, encore de la laine de verre un peu plus fine ici on a beaucoup de stock de parquet. Là on a un petit peu de laine de bois. Si on va un petit peu plus loin, je sais pas si vous allez voir, mais ici on a un peu de stock de peinture, ici on a un peu de stock de mortier, de colle à carrelage, de joints de finition. Ici, on a un stock de baguettes. Enfin bref, on a quand même pas mal de choses. On en a encore une bonne partie de l'autre côté également. Et l'idée, c'est tout simplement que nous, à chaque fois qu'un locataire va quitter un appartement ou à chaque fois qu'on va faire une acquisition, il y a une partie des travaux qu'on va faire nous-mêmes, en tout cas que nos équipes vont effectuer en direct. Et comme on l'a déjà abordé dans une précédente vidéo, moi, j'ai l'habitude de commander moi-même toute ma fourniture pour les chantiers, que ce soit un petit ou un gros chantier d'ailleurs. Les menuiseries, le parquet, la peinture, les plaintes, je commande absolument tout et les artisans me facturent uniquement de la main d'œuvre. Alors non, je dis des conneries, il y a une exception, 2 exceptions à ça. C'est tout ce qui concerne l'électricité et la plomberie.
comme c'est les éléments un peu plus touchy d'un chantier, je demande en général au plombier ou à l'électricien de prendre lui-même sa fourniture. D'autant plus que d'aller acheter tous les prises, les câbles qu'il faut, etc. C'est pas comme du placo. Du placo, il suffit de compter le nombre de mètres carrés, la peinture pareil, le parquet pareil, c'est facile. Quand il s'agit d'aller acheter les bons raccords pour mettre l'évier en place, etc., c'est plus le bordel, donc tout simplement, on le fait pas. Ici, on a un peu de stock de briques. Ici, on a de la tuile. Là, on a les parements sur le portail du château qu'on n'a pas encore posé. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur le conteneur où il y a notre matériel technique, donc on a tout ce qu'il faut pour faire l'entretien des extérieurs, taille-haie, tout ça, tout sur batterie. Bon, ici, on va pas se mentir, c'est un peu le bordel. Mais voilà, on a un établi avec tous les outils principaux. On a ici un énorme chariot dans lequel on a absolument tout ce qu'il faut pour bricoler, pour faire quasiment tout ce qu'on a envie de faire en termes de travaux. Alors oui, comme dans tous les garages ou comme dans tous les dépôts, il faut chercher un peu parfois pour trouver un outil, mais on y arrive quand même. Et alors juste derrière ici, on a un petit stock de palettes parce qu'on est en train de faire un aménagement avec des palettes et on a les véhicules qu'on utilise un peu au quotidien pour l'entretien des extérieurs, etc., etc. C'est un peu la même histoire si jamais vous faites beaucoup de travaux, que vous travaillez de la fourniture, un camion benne de ce genre-là avec un plateau et la benne qui se soulève derrière, c'est vraiment le must du must. C'est ce qui permet d'arriver chez mon fournisseur, d'ouvrir ici les portiques extérieurs, de lever la palette au transpal, de la poser dessus et ça y est terminé, je peux aller livrer mon chantier et on est tout bon. Juste derrière ici, donc là le projet c'est de faire un peu une aire de stationnement en gravier, on l'a pas encore fait, on a le 4x4 pour tirer la remorque si jamais on a vraiment beaucoup de choses à charger. On a le tractopelle qu'on a acheté il y a quelques temps qui nous a permis ici de refaire les aménagements extérieurs. On est en train de refaire les digues du château. On est en train d'ailleurs de changer les vérins puisqu'on a une petite fuite. Et on a ici le tracteur 40 chevaux. Ici on a une remorque véhicule si on veut charger un véhicule. Encore deux remorques ici. Enfin bref, on a pas mal de matos. Et on a un peu plus de ce côté. La fameuse, la très célèbre tondeuse Toro. Alors ça, c'est une tondeuse qu'on a rachetée à une municipalité qui fait 3,50 m de large avec des ailes en fait qui se déplient sur les côtés ici, une qui se déplie devant et on va dire que pour la tonde, c'est le top du top. Je vais vous faire une petite démonstration parce que vous allez le voir, ça vaut le détour. On a ici nos bras, si jamais on veut descendre, monter les joysticks, on a voilà, la pédale d'accélérateur, tout ce qu'il faut. Ça avance plutôt pas mal si jamais on se met en vitesse forcée. Donc admettons que je me mette ici et que je veux tourner l'allée voilà, qui fait le bord de la douve ici. Si j'actionne le petit loquet qui est là, vous allez le voir, ça va faire tomber mon bras, hop, qui vient se mettre au sol. Même chose pour la partie avant. Et même chose pour la partie du côté. Je me mets en mode lente, j'actionne la tonte et là on est parti. Et à ce moment-là, on a vraiment une tonte qui va de là, qui prend le devant ici et qui ramène sur le côté juste ici. Donc 3,50 m d'empattement. Et énorme avantage également, c'est qu'on est à l'abri, on est dans une cabine avec un toit solide complet, on a les feux, on a pas la radio, mais il faudrait qu'on l'installe. Enfin bref, c'est le confort absolu pour toute personne qui veut tondre son jardin. Voilà un peu le dépôt MX les gars. Alors je sais, vous allez me poser la question dans les commentaires, mais Tim, à partir de combien de lots ou de combien de cash flow ou de combien de bénéfices patrimoniaux est-ce qu'il faut avoir, est-ce que c'est intelligent d'avoir son propre dépôt, de gérer soi-même sa fourniture, etc., etc. En fait, il n'y a pas vraiment de chiffres. Nous, au sein de la foncière, on génère un peu moins de 100 000 € de bénéfices patrimoniaux par mois. Et attention, ce n'est pas du cash qui rentre dans la société, mais c'est bien l'augmentation de valeur qu'on va générer grâce à nos investissements. Et d'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de faire des vidéos sur YouTube, de rencontrer des gens qui parlent d'immobilier sur Internet, qu'en fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout compris comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'immobilier et ça mérite une petite explication. On se retrouve dans mon bureau. Donc si on prend un peu de recul et qu'on se dit ok, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent véritablement dans l'immobilier, en fait on n'a pas 36 façons, on va dire qu'on a 3 paramètres principaux qui sont à prendre en compte si on veut voir mensuellement combien notre tête augmente en termes de valeur patrimoniale. Alors souvent une erreur qu'on fait quand on se lance dans l'immobilier, quand on commence à s'intéresser à cette matière, c'est qu'on pense en termes de cash, on pense en termes d'argent. On pense que le KPI principal de l'immobilier c'est de générer de l'argent, du cash flow, etc., etc. Oui, le cash flow c'est important, oui le cash flow c'est essentiel, mais ce n'est pas la métrique principale qui doit nous intéresser. Celle qui doit nous intéresser c'est la création de patrimoine. Dans l'immobilier, grosso modo, on a les
les loyers, qui est la somme d'argent véritablement encaissée mensuellement. Mais on ne gagne pas uniquement ça, on gagne aussi ce qu'on va appeler la plus-value, qui est bien une somme d'argent théorique qu'on ne va pas encaisser au fur et à mesure de la détention de notre bien, mais qu'on encaissera uniquement le jour de la revente. Maintenant, si on décompose ça sur le plan patrimonial, parmi les loyers, il y a une partie qui va servir à payer les frais, donc ça c'est pas du bénéfice, et une autre partie qui va servir à rembourser le capital. Le capital, c'est la somme d'argent que vous avez emprunté à la banque et que vous devez lui redonner, mais évidemment, plus vous remboursez de capital, plus votre patrimoine grossit. En fait, c'est un effet accordéon. Une fois que vous avez payé vos frais, encore une fois qui ne sont pas du bénéfice, que vous avez remboursé votre capital, il vous reste potentiellement, si vous n'êtes pas trop mauvais, ce qu'on appelle du cash flow. Le cash flow, c'est le flux de trésorerie positif, c'est le cash qui rentre directement sur votre compte de manière physique, de manière véritablement palpable. C'est la marge que vous allez générer chaque mois sur le loyer de vos locataires. Mais c'est pas tout, puisqu'il nous reste encore cette plus-value qui, si vous avez créé de la valeur dans votre appartement, n'a pas été encaissée, mais elle le sera le jour où vous revendrez. Et nous, gardez à l'esprit que dans le cas d'une foncière immobilière, on a un horizon de temps d'environ 7 ans. Ce qui veut dire que si on veut décomposer la plus-value latente qui est présente à l'intérieur de notre investissement, il faut qu'on la divise par 7 pour 7 ans de détention du bien, par 12 pour les 12 mois de l'année. Et c'est ce qui va venir ajouter sur notre bénéfice patrimonial le remboursement du capital, le cash flow que vous allez obtenir tous les mois, plus la plus-value latente de votre bien mensualisé. Et ça, c'est bien ce qui est égal au bénéfice patrimonial. C'est donc la somme de ces trois facteurs qui va vous indiquer à quel point votre patrimoine augmente mois après mois. Et ça, le bénéfice patrimonial, c'est bien la formule pour calculer l'actif. Évidemment, si vous prenez en compte que la valeur de votre patrimoine brut, c'est la somme de la valeur de tous vos biens, c'est le calcul le plus classique. Mais quand on veut calculer mensuellement combien d'actifs véritables, combien de net on va créer, je ne parle pas de net d'impôt, il s'agit bien là du bénéfice patrimonial. Nous, au sein de la foncière, tous les mois, on va créer 93 185 € de bénéfice patrimonial. Ce qui veut dire que oui, la foncière s'enrichit en net de 93 185 €, dont environ 70 000 € est représenté par les loyers qui permettent de rembourser du capital, de générer du cash flow, et dont 25 000 € va être représenté par la plus-value latente qui est, comme vous l'avez compris, la plus-value latente de votre bien divisé par 7 pour 7 ans de détention, divisé par 12 pour les 12 mois de l'année. Alors je sais, vous allez me dire, mais Tim, comment est-ce que tu peux déjà estimer la plus-value que tu vas générer sur un investissement alors même que tu l'as pas encore vendu et que c'est le temps qui va te rapporter de l'argent? Eh bien en fait pas vraiment, puisque dans l'immobilier, à l'inverse d'une matière plus financière comme la bourse, les actifs numériques, etc., on a la possibilité via notre travail, on est à la croisée des mondes entre l'investissement et l'entrepreneuriat, d'aller créer de la valeur quasiment instantanément. Si jamais j'achète un immeuble pourri que je le rénove, je vais générer un delta entre le coût que va me coûter l'opération, c'est-à-dire le prix d'achat plus la rénovation, et sa valeur de marché. Ce delta, c'est bien de la plus-value latente que j'ai créée en l'espace de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an de chantier. Et vous l'avez compris, la rénovation, c'est la principale astuce pour générer de la plus-value latente, générer de l'actif par rapport à votre passif. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez pléthore de personnes sur Internet vous dire il faut faire des travaux, faire des travaux, faire des travaux. C'est pas la seule astuce pour créer de la plus-value latente. On peut penser à des procédures urbanistiques, déposer un permis de construire, découper, réduire la surface, augmenter le prix au mètre carré, mieux valoriser les loyers. Enfin bref, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet que je vous mets juste ici, sur comment créer de la valeur, comment générer de la plus-value dans l'immobilier. C'est vraiment un sujet passionnant et c'est un truc qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on est dans une démarche d'entrepreneuriat, investisseur, patati patata. Donc voilà un petit peu pour ce petit point de lumière qui était nécessaire. Maintenant, on va se diriger vers le chantier de l'immeuble à la découpe. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, les travaux bien avancés. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Ça y est les gars, le voilà, le joli bâtiment qui est là. Donc là, au rez-de-chaussée, il n'y a pas énormément de choses qui a changé. Vous allez voir, il y a simplement 2-3 aménagements qui ont été faits. Donc ici, on est bien dans le hall d'entrée. Rappelez-vous la précédente vidéo. Ici, on aura le futur compteur Linky qui n'a pas encore été posé. Ici, on va changer les radiateurs. Bon, rien de neuf pour toutes ces pièces-là. La chose principale, les deux choses principales qu'on a faites ici, c'est qu'on a enlevé le toilette qui était là. On a refait complètement le mur en placo qui était derrière, en placo salle de bain bien sûr. Et ici, on a repassé tous les câbles qui vont arriver pour le futur tableau électrique qu'on va installer juste ici. Pourquoi repasser tous les câbles? Parce que rappelez-vous, le but du jeu sur cette opération, c'est de pouvoir diviser l'appartement qui est au premier étage
du local commercial qui est au rez-de-chaussée. Alors peut-être effectivement que ce sera la même personne qui achètera le tout, mais il y a quand même des probabilités pour que ce soit une personne qui achète le bas et une autre personne qui achète le haut. Donc du coup copropriété, donc du coup EDD, état descriptif de division, et donc du coup séparation électrique et sanitaire, d'où le fait qu'on pose un nouveau compteur liquide et d'où le fait que toute l'électricité du rez-de-chaussée a dû être en fait retirée sur un nouveau tableau. Au niveau de la partie basse, rien de plus, ici les éléments sanitaires qui sont arrivés. Alors ça, petite histoire assez incroyable, c'est parce que ici on a dû organiser nous-mêmes la livraison de la fourniture et on a bloqué la nationale, la départementale qui se trouve juste là devant. C'était assez folklorique. Ici donc rappelez-vous, on sera bien sur de la partie commune, toujours de la partie commune ici jusque là, et là si vous vous rappelez bien c'était entièrement ouvert. Ici on a dû fermer avec une cloison séparative donc type SAD et on a fermé jusqu'en haut. Comme vous pouvez voir, les bandes sont encore fraîches et ici ce sera donc la future porte d'entrée de l'appartement. On est donc ici à l'entrée de l'appartement, là où la cloison a été refaite. Ici ce sera bien la porte palière, ici l'autre porte qui montrera jusqu'à l'étage. Rappelez-vous, ici c'était une première chambre. Alors ce qu'on a refait, c'est l'entièreté des plafonds qu'on a replaqué et re-isolé. Les bandes ont été faites ici, on a enlevé tous les caissons qui étaient là, les anciens meubles, etc., qui ont été enlevés, les bandeaux électriques. Donc ça donne une plutôt belle chambre ici qui va être entièrement refaite, parquetée et peinte par la suite. On a ici notre couloir commun. On aura ici nos toilettes qui vont être changées, qui sont en train d'être changées. Ici, on a enlevé le plan de travail qui était existant. Le ballon d'eau chaude va partir également pour pouvoir le changer. L'arrivée de la bouche de VNC et le tableau électrique ici qui deviendra l'unique tableau pour l'appartement, alors qu'avant c'était le tableau pour le bas et le haut. Et ici, on a refait également l'installation des nourrices de plomberie pour pouvoir séparer avec un sous-compteur la consommation d'eau de l'étage et la consommation d'eau du rez-de-chaussée. Ici, on aura la pièce à vivre, où même chose, on a refait tous les plafonds, donc plaqués, bandés, isolés, retiré toute l'électricité, on a enlevé tous les bandeaux électriques qui étaient ici. Là, ce sera la future cuisine qu'on a déjà reçue, mais qu'on n'a pas encore amenée. Donc voilà, tout a été enlevé, nettoyé, et tout va être bientôt prêt à repeindre. Ici, donc on est bien sur notre cloison séparatrice. Ici, ça a été un peu le bordel. Romain, que vous avez vu sur la vidéo juste avant, a dû se créer une petite plateforme pour pouvoir plaquer juste en haut. Puisque ici, rappelez-vous, c'était un mur en OSB si vous regardez la précédente vidéo, qu'on a replaqué uniquement avec du placo collé. On n'avait pas nécessité de recréer de l'isolation. Et donc pour plaquer juste en haut ici, on n'a pas trop le choix. Il a fallu créer une plateforme donc avec de l'OSB et des bastings. Et voilà, là, tout a été plaqué, tout était ouvert initialement. Et là, ce sera donc la future salle de bain, la future suite parentale en fait sur tout l'étage ici, qui là pareil a été entièrement replaqué, les bandes sont encore fraîches, le plafond qui était un faux plafond encore une fois a été complètement déposé et du placo a été mis avec de l'isolation. Ici ce sera donc la future salle de bain qu'on a créée toute pièce, elle a été cloisonnée, donc ça fera plutôt une grande salle de bain avec le bac à douche qu'on aura ici sur la droite, une petite verrière qui permettra d'aller tirer de la luminosité qui vient de notre Velux juste ici. Donc le bac à douche ici, le meuble évier ici, et ici peut-être possibilité de faire une penderie, un dressing, enfin il y a pas mal de possibilités au vu de la taille de la salle de bain. On aura donc ici une sorte d'espace un peu patio dans lequel les gens pourront se mettre une bibliothèque, une petite table, un canapé. Enfin bref, on peut vraiment tout imaginer. Et ici, ce sera donc la future chambre où là aussi, on a refait du placo sur les périphéries où il y avait de l'OSB pour que ce soit propre. On a fait tomber le fond plafond, on a réisolé les plafonds et on a entièrement tout plaqué, tout bandé, prêt à peindre. Donc voilà un petit peu pour le tour du chantier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que ça va avancer plutôt vite. Normalement, d'ici quelques semaines, on sera sur la fin. On pourra poser les parquets, poser les plaintes, etc. Je vous montrerai le rendu final dans une prochaine vidéo, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tout le contenu qu'on met à l'intérieur de cette chaîne YouTube. Plein de courage pour vos futurs investissements. C'était Tim. Ciao!